les élèves du régulier, je te fais part d'une anecdote pour montrer un petit peu, je ne sais pas si aliénation est le bon mot, mais quand j'enseignais au premier cycle, maintenant, il y a un terrain synthétique de football, là, une belle affaire. Un stade, en fait, c'est un stade. Puis, mais avant, c'était pas ça, mais à un moment donné, ils ont mis des cordes hautes pour les santé globales, avec des harnais, puis escalade, tout ça. Puis après ça, ils ont ajouté une piste de BMX, tout ça. Puis moi, je voyais des élèves voir par la fenêtre d'autres jeunes de leur âge s'amuser, puis ils ne pourront pas s'amuser. Tu sais, c'est indescriptible. Ils disent rien, ils disent pas une souffrance, mais tu vois qu'ils font comme « Ah, ça a l'air nice, hein? » Tu sais, mettons le cours fini, puis « Hey, check ça, elle va tomber, tu sais. » Puis ils ne pourront jamais toucher à cette patente-là qui est dans leur cours d'école. C'est malade, là. C'est fou. Il y a des infrastructures de fous, puis eux autres passent à travers ça sans jamais pouvoir y toucher pendant des années. C'est malade, là. Celui que vous venez d'entendre, c'est Daniel. Daniel y enseigne l'univers social depuis une vingtaine d'années dans une école secondaire publique qui est reconnue pour ses programmes sélectifs de sport-études et de santé globale. La scène décrite par Daniel, c'est une scène de violence. Une violence qui ne laisse pas de marque physique, une violence qui paraît pas, mais une violence quand même. Celle d'un système qui a normalisé les inégalités sociales, une violence qui sépare les bons des moins bons, qui sépare les gagnants des perdants. En sociologie, on appelle ça la violence symbolique, c'est-à-dire une violence cachée, qui permet à certains rapports de domination, certains privilèges ou injustices de se maintenir et d'avoir l'air naturel et tout à fait normal. C'est cette violence qui fait que les élèves qui regardent par la fenêtre comprennent déjà qu'ils ne sont pas dans le même monde que ceux qui s'amusent dehors, qui n'ont pas accès aux mêmes choses, qui n'auront pas les mêmes chances dans la vie, puis que c'est de même, c'est tout. Vous écoutez Distance sociale, carnet d'un sociologue ambulant. Et je suis votre hôte, Christophe Allaire-Sévigny. Quand j'entends des témoignages comme celui de Daniel, il est difficile pour moi de ne pas faire des parallèles avec la ségrégation raciale. C'est-à-dire avec ces images-là qu'on a vues des milliers de fois dans un film ou dans un livre, de séparation de lieux publics en fonction de l'appartenance ethnique ou raciale. Il serait bien sûr grossièrement exagéré de comparer l'école publique québécoise d'aujourd'hui à l'ère Jim Crow dans le sud des États-Unis ou à l'apartheid en Afrique du Sud, mais il en demeure pas moins qu'elle est lieu d'une forme de ségrégation. En fait, dans la littérature scientifique sur le sujet, on nomme ce phénomène la ségrégation scolaire. On peut définir la ségrégation scolaire comme étant la séparation des enfants entre des établissements scolaires ou à l'intérieur d'une même école, en fonction de divers critères de sélection. Différents critères peuvent être retenus dépendamment des écoles et des programmes, mais parmi ceux-ci, on retrouve généralement les résultats scolaires de l'élève, le code postal et le revenu de ses parents. Au Québec, la ségrégation scolaire, c'est pas le fruit d'une politique officielle. Il n'y a aucun parti politique, en fait, qui a fait campagne pour la ségrégation scolaire. C'est un phénomène qui est plutôt le résultat d'une dysfonction sociale, c'est-à-dire une conséquence sociale négative et inattendue d'un certain nombre de décisions et d'actions qui ont été faites depuis grosso modo la création du ministère de l'Éducation dans les années 60. En gros, la ségrégation scolaire, c'est le résultat de la fragmentation du système d'éducation québécois en 3 filières. D'abord, l'école publique régulière, vient ensuite l'école publique sélective avec ses projets pédagogiques particuliers ou PPP, qu'on appelle parfois aussi des vocations ou des concentrations, et finalement l'école privée. C'est ce qu'on appelle depuis quelques années déjà l'école à 3 vitesses. Dans la vie de tous les jours, j'enseigne la sociologie au niveau collégial. Et quand il a su que je m'intéressais à la ségrégation scolaire, Daniel Henrique, un de mes anciens étudiants originaire de la Colombie, m'a contacté pour me faire part de son expérience. Cet étudiant-là, qui est maintenant rendu à l'université, a fréquenté une école secondaire publique dans le programme d'études internationales, qu'on appelle communément le PEI, et qui est reconnu comme un des programmes sélectifs les plus prestigieux de l'école publique québécoise.
En allant sur le site web de l'ancienne école de Daniel Henrique, on peut tomber sur une vidéo qui présente le programme. En voici un extrait. Laissez-moi vous parler d'un jeune homme que je connais. Il s'appelle Max. Fais coucou à la caméra, Max. Voyez à quel point ce grand gaillard est sûr de lui, épanoui et équilibré. C'est beau à voir, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Pour l'instant, Max est comme les autres jeunes de son âge, plutôt intimidé à l'idée d'arriver au secondaire. Mais cela ne l'empêche pas d'être réellement fébrile de commencer l'aventure du programme d'éducation internationale. Dès les premières semaines, Max rencontrera plusieurs jeunes de son âge qui partageront les mêmes passions que lui et qui lui en feront même découvrir de nouvelles. Tous les outils lui seront fournis afin qu'il devienne une personne active, autonome et un meilleur citoyen impliqué activement dans sa communauté. Il deviendra alors un citoyen du monde! Il est difficile de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme en entendant cette pub. Quel parent voudrait pas, en fait, d'un programme d'études qui permet à son enfant de côtoyer des jeunes avec les mêmes intérêts, puis qui outillerait son enfant à devenir actif, autonome et un meilleur citoyen impliqué dans sa communauté? Mais ce que Daniel Henrique avait à me dire détonne un peu avec le ton de la pub. On l'écoute. Ça me fait rire parce que à chaque fois que j'ai un cours de sociologie, on me présente souvent des expressions, des mots qui décrivent une réalité et je suis comme, maintenant j'ai un mot pour décrire ce phénomène complexe que j'ai l'habitude de finir par définir au lieu de nommer. Et ségrégation scolaire, c'est exactement ça. Je dirais que c'est très approprié, en tout cas de ce que j'ai vu. Et plutôt, j'avais mentionné du racisme dans un milieu où il y a de la diversité et c'est exactement ça. Pour nous permettre de mieux comprendre le témoignage de Daniel Henrique, il est important de savoir que l'école dont il parle est située dans un des quartiers les plus multiethniques et défavorisés de la ville. Le programme régulier de l'école dessert donc la population de ce quartier, mais l'école abrite aussi dans ses murs le PEI, le Programme d'éducation internationale, qui lui est un programme qui sélectionne des élèves de l'ensemble du territoire du centre de service scolaire. Les élèves du PEI sont sélectionnés à partir, entre autres, du dossier scolaire et d'un examen de sélection. Le coût du programme est d'environ 600 $ par année, sans compter les frais reliés aux différents voyages offerts tout au long du cheminement scolaire. Bref, les élèves du PEI viennent généralement de milieux plus nantis que ceux des élèves du régulier. C'est à partir de son expérience en tant qu'immigrant dans le PEI et de la dynamique qu'il a observée dans l'école entre les élèves du PEI et les élèves du régulier que Daniel Henrique a réalisé que la notion de ségrégation scolaire s'appliquait à ce qu'il avait vécu. Il y a un certain élitisme. Élitisme, ça serait le mot qui le décrirait le mieux. Élitisme entre le programme international et le programme régulier. Et depuis le début, quand tu arrives en international, ils disent « international, c'est ce qu'il y a de mieux, puis vous êtes genre les meilleurs, puis vous êtes censés être les meilleurs, puis c'est des groupes fermés, donc on n'a aucun cours avec du monde de régulier. C'est presque isolé, c'est presque séparé. Certains cours, on a avec du monde de régulier, mais c'est presque deux troupeaux distincts. La majorité des gens dans le programme, c'est pas leur école de quartier. C'est quand même homogène comme groupe. Quand tu dis homogène, c'est homogène, de quelle manière tu décrirais cette homogénéité-là dans un groupe du PEI? Blanc, classe moyenne. Et c'était, pour moi, c'était difficile. Je me sentais isolé dans le programme et dans l'école. Puis, c'est ça qui était ironique. Les profs, ils essayent toujours de tourner tout à leur avantage, de faire paraître le programme super bien. Et ils arrivent, ils disent, on est une école multiculturelle. Nos classes en international, c'est la diversité. Quand c'est tout le contraire, en fait. Si on compare avec les classes réguliers, c'est là qu'on voit de la diversité. Et dans la tête, j'ai l'impression que dans la tête des gens qui sont dans le PEI, que j'ai blanc classe moyenne, certains vont faire l'association entre réguliers et immigrants. Et ils se disent, ça va main dans la main. Puis j'ai entendu des propos racistes venant du monde dans le programme international. Quand on y pense, c'est absurde, mais ça fait du sens quand même dans le contexte, une fois qu'on comprend ce que les profs disent, ce qui s'opère dans l'école. Daniel Henrique fait preuve ici d'une grande sensibilité sociologique. D'un côté, il trouve ça absurde et choquant de constater du racisme dans son école, mais de l'autre, il comprend qu'il y a quelque chose dans la structure même de l'école qui explique en partie ce qu'il observe. Daniel va finir par en avoir assez et va aller terminer ses études secondaires dans une autre école. Paradoxalement, dans une école privée pour garçons. Et quand je lui ai demandé c'était quoi la plus grosse différence entre les deux écoles, voici ce qu'il m'a répondu. J'ai vu plus d'élitisme
que j'en ai vu à une école privée pour gars où que la plupart, ils ont beaucoup d'argent. En réaction à ce qu'il a observé dans son école, Daniel Henrique a décidé de quitter, de voter avec ses pieds, comme on dit. Faut dire par contre que c'est pas tout le monde qui a les moyens de changer d'école. Pour les jeunes dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire dans un programme sélectif, l'école est déterminée par le code postal. Les élèves québécois sont divisés en gros entre ceux qui choisissent et ceux qui subissent. Mais parmi ceux qui n'ont pas les moyens de choisir, il y en a qui vont essayer de changer les choses. Vous vous souvenez de la scène au début de l'épisode? Voici la suite de l'histoire. Je voyais des élèves voir par la fenêtre d'autres jeunes de leur âge s'amuser, puis ils ne pourront pas s'amuser. Tu sais, c'est indescriptible. Ils disent rien, ils disent pas une souffrance, mais tu vois qu'ils font comme « Ah, ça a l'air nice, hein? » Tu sais, mettons le cours fini, puis « Hey, check ça, elle va tomber, tu sais. » Puis ils ne pourront jamais toucher à cette patente-là qui est dans leur cours d'école. C'est malade, là. C'est fou. Il y a des infrastructures de fous, puis eux autres passent à travers ça sans jamais pouvoir y toucher pendant des années. Il n'y a aucune volonté du système de faire ça, là. Et il y a peu de gens qui veulent voir ça. Mais moi, quand je vois ça, quand j'ai vu ça, je te le raconte, là, mais pour moi, c'est un sentiment d'aliénation pour ces jeunes-là. Fait qu'il y a une mixité dans l'école, mais ils voient qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis ça a amené des conflits dans l'école qui ont été réglés parce que la direction de l'école a été habile, tout ça, mais il y a déjà eu des jeunes à un moment donné qui commençaient à faire des actions, puis ça brassait, mais ils ont été sévèrement réprimés, changés d'école. Et éventuellement, la direction d'école a fait un mea culpa en se disant il faut pas qu'on soit sur le bord de l'effondrement comme ça. Donc, il y a des choses positives qui ont été faites pour essayer de créer un sentiment global d'appartenance à l'école. Comme à un moment donné, ils ont fait un slogan, là, on est la nation. Donc, on est tous ensemble, peu importe ta couleur, peu importe. Donc, l'idée de la diversité, mais c'est de la bouillie pour les choses. C'est bien fait, ça a fonctionné tant que ça fonctionne, tu sais, mais il existe que des fois, les jeunes ne sont pas dupes, puis ils voient, puis ils ont pris des actions. Puis dans ce temps-là, le système, il réprime en tabarnouche, je peux te le dire. Après avoir entendu le témoignage de Daniel, je suis allé fouiller pour voir si l'événement qu'il raconte avait fait l'objet d'un traitement médiatique. Je suis finalement tombé sur un court article à propos d'un certain Frédéric, qui avait été renvoyé de l'école suite à différentes actions dénonçant ce qu'il appelait la rivalité entre les élèves du régulier et ceux du programme de sport-études. L'article mentionnait que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et qui avait mené au renvoi de Frédéric, c'était la diffusion d'une chanson de rap qui ridiculisait les élèves du programme de sport-études. J'ai fini par retrouver l'élève mentionné dans l'article. Il s'agit en fait de Simon, qui est aujourd'hui entrepreneur et qui a accepté de me raconter son histoire. Nous c'était régulier là, parce que ça coûtait quand même un petit peu cher. Là. Puis, on était deux, fait que c'était comme ça montait vite. Là. Je pense que c'était 2000 dans le temps. Là. Je sais pas si ça a augmenté, là, mais fait que, c'était comme 4000 par année pour aller au public. C'était comme pas dans les moyens de nos parents. Là. Puis, fait que c'est ça. Au secondaire 1, 2, il n'y avait pas trop de problèmes. Là, ça allait bien. Là. C'était assez mixé. Mais on voyait déjà que ça créait comme une espèce de division puis de classe. Moi, j'ai tout le temps appelé ça des mini-sociétés. Là. Il y avait comme deux classes sociales. Là, j'appelais ça les pauvres puis les riches dans le temps. Là. Il y avait comme tout le temps les groupes de sport-études ensemble, ils étaient plus amis, puis les groupes de réguliers aussi plus amis. Là, ça créait deux espèces de clans. Ça, je pense que ça existait depuis longtemps parce que on avait des amis un peu plus vieux qui nous disaient ça dans le temps là, aussi. Ah, vous allez voir, là, il y a comme des sport-études, puis il y a les réguliers. Là. Puis là, les deux, ils s'aiment pas. Là. C'était vraiment, en secondaire 3, 4, 5, là, on le voyait vraiment là, qu'il y avait comme une espèce d'attitude comme hostile entre les deux groupes. Puis c'était comme ça ne s'améliorait pas. Là. Et tu pourrais-tu me dire, quand tu dis que les gens, ils s'aimaient pas ou que c'était hostile, ça se manifestait comment, ça? Tu le sentais comment? Ça se voyait comment? Ça se vivait comment? Ben, il y avait gros... Tu sais, on était au secondaire, là, c'était dans le temps aussi, là, mais c'était des jokes sur les pauvres, là, des préjugés de... Tu sais, il y avait des préjugés sur chacun des bars, là. Il y avait... C'était des espèces de jokes de même, tu sais, les bougons. Il y avait comme les bougons, ça, c'était les pauvres, puis les riches, c'était comme les fraîchiers qu'on les appelait, là, mais c'était comme des insultes de classe comme ça, là. Moi, je m'en souviens d'une fois, mon ami, il passait dans le couloir, là.
il y avait justement un sport-études qui insultait le fait qu'il avait acheté son manteau comme pas assez cher, là, puis des choses comme ça, là, des insultes d'argent là, autour de l'argent. Là. Nous, on sentait que c'était injuste aussi là, que tu puisses payer puis pour avoir comme. Nous autres, on aurait aimé ça faire du sport le matin, là, plus 2 heures, puis avoir des horaires comme ça, puis être mieux encadré. Puis, mais tu sais, je pense que c'était pas à la chance de tout le monde. Fait que là, on sentait que nous autres. Mais en tout cas, moi, je sentais que c'était comme. Il y avait comme une espèce d'injustice, puis de. Tu sais, que le portefeuille, il parlait, puis que si tu n'avais pas d'argent, mais tu passais à côté des avantages de ton sport-études, puis toute la chance que tu peux avoir, mettons, d'être là-dedans. Là. Comme c'était le cas aussi pour Daniel Henrique, l'expérience scolaire de Simon est caractérisée par une distinction entre les élèves du régulier et ceux de programmes sélectifs. Et avec cette distinction-là vient aussi des identités différentes. Si d'un côté, les élèves de sport-études ou SPO ont une identité positive dans l'école renforcée par la promotion et la mise en valeur de l'excellence sportive, par exemple, les élèves du régulier ont une identité dévalorisée. Et ce, pas seulement par les élèves eux-mêmes, mais aussi par les profs. Puis moi, je te dis que quand on dit regular dans mon école, c'est dit, là. Hein, c'est comme dire que quelqu'un, c'est un esti de BS. Quand tu dis regular, des groupes de esti de BS. Personne ne va dire esti de BS, tu ne peux pas dire ça. Mais si tu dis, je m'en vais, ou dans ma tâche, j'ai 2 groupes de regular, ça se dit de même, veux pas. Ce que ça veut dire, c'est que ton expérience de parent, ton expérience de prof fait que je veux rien savoir d'enseigner à cette gang-là. Ce que dit Daniel ici est dur à entendre, comme parent et comme citoyen. Mais ce que dit ici Daniel candidement, je l'ai entendu de la bouche de plein de profs qui ont préféré rester sous le couvert de l'anonymat. En sociologie, on utilise la notion de stigmate pour parler d'une marque de discrédit ou d'une identité sociale négative qu'on assigne à certaines catégories de personnes. Et on nomme la stigmatisation le processus par lequel on applique ces étiquettes négatives. Et si on en croit les témoignages entendus jusqu'ici dans cet épisode, eh bien les élèves du régulier sont les porteurs d'un stigmate. Et, par le fait même, victimes d'une certaine forme de stigmatisation. Si Daniel se permet de dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas, il ne partage pas cette vision négative des élèves du régulier. Moi, je trouve ça très, très, très préoccupant. Puis en même temps, moi, je n'aborde pas mon métier comme un missionnaire. Fait que quand j'enseigne au régulier, j'essaie pas de. Je suis pas cynique avec la situation. J'essaie d'être lucide, mais quand je suis avec eux, pour moi, c'est des personnes à part entière, puis il y a un plaisir à avoir. J'arrive vraiment comme ça. Moi, j'arrive pas avec une vision péjorative, mais c'est vrai que je sens qu'ils ont ce stigmate-là. C'est vraiment préoccupant. Si Daniel ne partage pas cette vision péjorative envers les élèves du régulier, il en demeure pas moins que cette identité négative est produite par l'organisation du système scolaire, par la manière dont l'école est structurée. C'est d'ailleurs une loi sociologique que les structures objectives du monde social influencent grandement les structures mentales des individus. En gros, les différences de privilèges et de statut octroyés par la structure de l'école, les groupes divisés selon le programme scolaire, l'accès différencié aux infrastructures sportives, le regard différent porté par les enseignants, etc., s'inscrivent dans les structures mentales des individus de manière quasi automatique. En allant à l'école, on finit par voir le monde comme étant divisé entre les SPO et les réguliers, entre les fraîchiers et les bougons. Et ces identités, en retour, conduisent à adopter certains comportements. Généralement, la stigmatisation conduit à un repli sur soi, à une adoption passive des attentes sociales. Mais dans d'autres conditions, la stigmatisation peut conduire à une réappropriation de l'identité négative en une identité positive, en une forme de rébellion. Ça, c'était assez violent des fois. Là, il y avait des. C'était comme ça, là, c'était des insultes. Là, nous, on s'insultait entre des gens de sport-études puis nous. Fait que là, maintenant, on était un petit peu tannés. On avait parti en marge de ça comme une page parce qu'on sentait qu'il y avait comme des injustices à l'école puis des trucs qu'on ne savait pas expliquer puis qu'on trouvait un petit peu qu'on ne se sentait pas écouter. Là. Fait qu'on avait parti une page sur Facebook. Là, on écrivait des articles. C'était pas très. C'était pas de calibre journalistique, là, mais on écrivait des articles sur qu'est-ce qu'on vivait puis pour faire bouger la direction. Là. Je me souviens qu'on avait écrit justement, c'était notre meilleur coup, on avait écrit comme un article sur la rivalité entre les sports-études et les réguliers, puis on avait même donné des pistes de réflexion. Là. Tu sais, nous autres, on était jeunes, là, mais on savait c'était quoi le problème, là, c'était qu'on n'était pas, tu sais, il y avait comme, personne n'était mixé, là, il y avait sport-études puis régulier d'un bord, là, mais il y avait personne qui, tu sais, il n'y avait pas de classe mixte
Ça, c'était le gros problème. Là. Sinon, on avait donné ça comme piste de réflexion. Puis on trouvait ça très logique de commencer à s'attaquer aux problèmes de cette manière-là. Au lieu de baisser la tête et d'accepter leur identité négative, Simon et ses amis se sont mis à vouloir changer les choses. Mais se sentant pas écoutés, ils vont entreprendre à la fin de leur secondaire 5 une dernière action. C'est cette action qui va valoir à Simon une expulsion. On voulait reprendre notre place puis dire qu'on n'était pas d'accord sur bien des affaires. Puis on voulait dénoncer l'attitude des sports-études qu'on sentait mauvaise à notre égard. Là. Fait que ça, c'était le point de départ pour une chanson qu'on avait écrite avec des amis. Là. C'était notre dernière action. Là, c'était en fin d'année. Là. Puis on voulait comme remettre notre place. Puis en même temps, on voulait dénoncer un peu, là, puis mettre au jour l'espèce de rivalité qui se donnait depuis des années. Là. On voulait être quelque chose qui choquait, puis qui allait être un peu viral, puis qui montrait un peu l'espèce de rivalité qu'il pouvait avoir. Let's go! I'm in love with this photo. I'm in love with this photo. Le menton toujours haut, haut, haut. De l'argent, j'en ai gros. I'm in love with this photo. I'm in love with this photo. Le menton toujours haut, haut, haut. De l'argent, j'en ai gros. Mes boss sont jamais lolo. Mon papa me prête son auto. J'fais des shows dans Côte. J'ai une game, faut que j'aille faire dodo. Avec mes bros, on prend des photos. Sur Facebook, j'parle à tout go. À mes parties, j'calve la mojo. Je pense que c'est rendu quasiment 16 000 views. Là. En quelques jours, là, c'était vraiment... Puis là, ça s'est partagé. Puis là, il y avait du monde qui disait... tu sais, qui se reconnaissait dans le texte puis qui disait que l'attitude qu'on dénonçait des sports-études dans notre vidéo, bien, qui sentait que c'était vrai puis qu'il y en avait qui avaient des expériences avec ça. Simon est le premier à dire que certains passages de la chanson ont mal vieilli. Le rap est un style qui carbure à l'hyperbole, à l'exagération. La chanson est une réponse maladroite, sans doute, à la stigmatisation. Simon et ses amis se sont attaqués à l'image, au vernis. Ils ont offert une riposte symbolique à la violence qu'ils subissaient. La chanson va avoir un certain succès viral et ultimement, Simon va se faire expulser de l'école. D'une certaine manière, la réaction de la direction est une façon de rétablir le capital symbolique de l'école. Quand ça s'est passé, quand la vidéo est sortie, je me souviens, j'étais en communication avec un prof que j'aimais beaucoup. Là, il m'avait dit que ça n'arrêtait pas de sonner de parents de sport-études qui étaient vraiment pas contents que leurs enfants soient décrits de la sorte, que ça soit mis comme au grand jour. Puis je pense qu'il y avait une grosse pression des parents payeurs pour faire payer le coupable. Là. Fait que je pense que c'est clair que ça allait jouer. Là. C'est quand même, c'est des sous pareil, là, le monde qui vont en sport-études. C'est clair qu'ils ont une réputation à garder. Là, ça a tout le temps été vu comme une école d'excellence en sport, puis il y a du monde qui jouait là, qui ont joué dans la LNH, là, puis des affaires. Puis les autres, ils aiment ça, je pense qu'ils aiment ça garder cette image-là, puis ils ne voulaient pas que ça soit qu'on montre un peu qu'est-ce qui se cache en dessous, puis la dynamique qui se cache en dessous. Là. On a vu dans cet épisode-ci comment la ségrégation scolaire est en fait une forme de violence. Une violence qui est subie par différents jeunes dans nos écoles. On a entendu les témoignages de deux de ces victimes de cette violence-là. D'abord Daniel, qui a été victime de ce qu'il nomme lui-même une forme de racisme et d'élitisme dans son école secondaire. Et le témoignage de Simon. Simon qui a vécu ce qu'on pourrait appeler du classisme ou en fait une discrimination basée sur son statut économique. Avec l'histoire de Simon, on a aussi vu comment le système réagit lorsqu'on remet en question des choses qui sont considérées comme étant normales. Ces choses qui sont légitimées par ce que j'appelais au début de l'épisode la violence symbolique. Ce que Simon nous a raconté, ça se passe en 2015. Un an plus tard, en 2016, le Conseil supérieur de l'éducation va sortir un rapport accablant sur la question des inégalités scolaires au Québec. On y apprenait, entre autres, que le Québec était devenu l'endroit où le système scolaire était le plus injuste ou même le plus inégalitaire au pays.
Simon et ses amis étaient donc des précurseurs dans la remise en question des inégalités scolaires et de la ségrégation scolaire. Et comme c'est souvent le cas dans l'histoire, les précurseurs sont ceux qui subissent d'abord la répression, et c'est beaucoup plus tard qu'on se rend compte que ce qu'ils avaient à dire était important, que la cause qu'ils défendaient était juste et qu'il faudrait peut-être écouter ce qu'ils avaient à dire. Dans le prochain épisode, je me demande comment on en est arrivé là, à cette ségrégation scolaire-là. Je vais essayer aussi de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour nos enfants, et pour la société en général. Distance sociale est réalisé et produit par moi-même, Christophe Allaire-Sévigny. Un immense merci aux personnes qui ont participé à cet épisode et à Guillaume Poulain pour la musique originale.